Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Garance et j'adore l'Écosse. Aujourd'hui, nous parlons d'une figure importante dans l'histoire de l'Écosse, un homme qui a changé la façon dont marche le gouvernement écossais. Nous parlons de John Knox. John Knox est l'un des hommes les plus importants dans l'histoire de l'Écosse. Il est le réformateur et celui qu'on considère comme étant le fondateur de l'Église écossaise. La réforme écossaise, qui débute en 1528, est le mouvement à travers lequel l'Écosse se convertit au protestantisme et laisse derrière elle le catholicisme. Les catholiques et les protestants ont la même religion, mais n'interprètent pas de la même façon les Écritures. Ils adorent donc le même Dieu, mais de façon différente. L'Europe connaît un mouvement de réformation tout au long du XVIe siècle, et John Knox en est une figure importante. John Knox naît entre 1505 et 1515 à Addington. Il est le fils de William Knox, un marchand. Sa mère meurt alors qu'il n'est qu'un enfant. Il a également un frère appelé William. John est éduqué à la Knox Academy Grammar School à Addington. Il étudiera également soit à l'université de St Andrews ou de Glasgow. En 1536, il part à Édimbourg pour devenir prêtre catholique. C'est à l'époque une des seules voies disponibles pour les hommes qui sont intéressés par les lettres. En général, soit vous reprenez le travail de votre père, qui est souvent physique, soit vous entrez dans l'église. Ainsi, en 1540, John sera prêtre et notaire. Il deviendra aussi tuteur pour les enfants de lairds écossais. Les lairds sont des seigneurs écossais des chefs de clan. John enseigne aux enfants de Hugh Douglas de Longnoddy et de John Coburn de Ormiston. On ne sait pas exactement quand, mais John Knox devient protestant. Il est sans doute influencé par des figures comme Patrick Hamilton et George Wishart. En 1538, Wishart s'est enfui en Écosse car, étant protestant, il est considéré comme un hérétique. Un jour, alors qu'il est à St Andrews avec John Knox, il est arrêté par Lord Bothwell. John veut se joindre à lui par solidarité, mais Wishart lui dit de redevenir tuteur pour échapper à la persécution qu'il subira en tant que prêtre protestant. Wishart sera brûlé au bûcher en 1546. Pour sa survie, Knox suit les conseils de son ami et redevient tuteur. Mais il s'est maintenant donné pour mission de venger la mort de Wishart. En 1547, le château de St Andrews est sous l'autorité des protestants et plusieurs figures importantes y vivent. Pour sa sécurité, Knox y emmène les enfants à qui il enseigne. Au sein du château, il commence à prêcher des choses qui alertent les catholiques. Par exemple, il compare le pape, chef de la région catholique, à l'Antéchrist. Le château de St Andrews sera assiégé par les Français sous ordre de Marie de Guise. Donnons un petit peu le contexte historique. L'Écosse est à l'époque gouvernée par Marie de Guise, une princesse française. Elle est régente pour sa fille Marie Stuart, envoyée en France depuis son enfance pour se marier avec le dauphin, le futur roi François II. Jacques V, le mari de Marie de Guise et le père de Marie Stuart, est mort 6 jours après la naissance de sa fille. C'est donc la reine douairière qui prend les commandes du pays, en attendant que sa fille ait l'âge de gouverner. Depuis plusieurs années, les Français sont présents sur le sol écossais à cause d'une alliance qu'on appelle l'Old Alliance. J'ai fait une vidéo complète dessus si ça vous intéresse, mais pour résumer, l'Écosse et la France sont alliées et doivent se protéger l'une l'autre contre l'Angleterre qui essaie sans cesse d'envahir l'Écosse. Les armées françaises, sous les ordres de la reine régente, assiègent le château de St Andrews et font prisonnier tous ses habitants. Knox est l'un d'eux. Il est envoyé aux galères en France, notamment à Nantes. Les prisonniers sont maltraités, trimballés d'un endroit à un autre, où ils peuvent être utiles, et surtout sont forcés d'écouter la messe catholique et de se mettre à genoux. Malgré cela, il reste fidèle à la foi protestante. Il jure même qu'il retournera à St Andrews pour faire un autre sermon. À travers sa foi, il garde espoir. Knox est en mauvaise santé quand il sort enfin de prison 19 mois plus tard. Puisqu'il n'est pas vraiment le bienvenu en Écosse, il va en Angleterre, où la majorité des gens sont protestants. En 1549, il travaille dans une église en Angleterre. Là-bas, il rencontre celle qui deviendra sa femme, Marjorie Bowes. Knox commence à gagner en notoriété et on lui propose plusieurs positions importantes. En 1550, il travaille à l'église Saint-Nicolas à Newcastle-upon-Tyne. En 1551, il devient l'un des 6 chapelains royaux. En 1552, il fait un sermon devant la cour anglaise. Il propose de changer le Book of Common Prayer, un livre qui parle de la façon protestante de prier. Pour lui, s'agenouiller est considéré comme de l'idolâtrie, ce qui est interdit dans la foi protestante. Le protestantisme a un regard plus strict sur la religion et sur la façon d'adorer Dieu. Mais même pour les protestants, John Knox est assez radical. On lui propose ensuite de devenir évêque de Rochester, mais il refuse. En 1553, on lui propose de devenir vicaire de All Hallow à Londres, mais il refuse également. À ce moment, les choses changent en Angleterre. Le roi Édouard VI, roi protestant, meurt alors qu'il n'est qu'adolescent. C'est sa sœur Marie Ier qui prend le trône. Petit problème pour Knox, elle est catholique et en plus, elle persécute les protestants. L'Angleterre n'est donc plus un endroit sûr pour lui. En janvier 1554, Knox part donc pour le continent. Il passe par Dieppe, puis arrive à Genève.
C'est ici qu'il rencontrera John Calvin, une autre figure importante du protestantisme. Là-bas, Knox prêche contre la reine d'Angleterre Marie Ier et contre Charles V, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il se rend ensuite à Francfort, dans un endroit qui est un refuge pour les protestants anglais. Mais ici encore, une tension éclate entre les différents prêtres qui n'ont pas la même vision du protestantisme. Certains veulent aller plus loin que d'autres. En 1555, les choses vont tellement mal à cause de John et de ses idées radicales qu'on lui demande de partir du groupe. Il revient à Genève, puis retournera plus tard en Écosse. Le pays a bien changé depuis son départ, quand il a été arrêté à St Andrews quelques années plus tôt. Le pays est de plus en plus protestant, et Knox est donc moins en danger qu'il ne l'était il y a quelques années. Il s'y fait des amis dans la nobilité, comme le comte de Moray et le comte de Mar. Mais si le peuple est plus acceptant des protestants, ce n'est toujours pas le cas du gouvernement. Marie de Guise est encore au pouvoir. En 1556, on intente un procès à John Knox à cause de sa foi, car on le considère comme une menace, mais le jury le laissera partir sans conséquence après l'avoir entendu. Knox retourne à Genève. En 1558, il publiera anonymement The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women, ou en français, le premier coup de trompette contre le monstrueux régiment de femmes. Dans cet essai, il écrit que les femmes ne sont pas faites pour être au pouvoir. Bien qu'il publie anonymement, par peur de répercussions, on apprend quand même que c'est de lui. Petit problème pour lui, l'Angleterre a depuis peu une nouvelle reine. Après Marie Ier, sa sœur Élisabeth Ier qu'on retrouve sur le trône, et contrairement à sa sœur, elle est protestante. Élisabeth est très offensée par cet essai et se vengera. En 1559, Knox essaie de retourner en Écosse en passant à l'Angleterre, mais Élisabeth lui refusera son passeport, l'obligeant à prendre un autre chemin. De retour en Écosse, Marie de Guise le déclare comme un hors-la-loi. Il va d'abord à Dundee, puis Perth, pour enfin revenir à St Andrews. Knox prêche dans chaque ville où il va et il inspire beaucoup de personnes à se rebeller contre le gouvernement catholique, tellement que les protestants iront même jusqu'à saccager une cathédrale. Knox arrive à Édimbourg et prêche dans la cathédrale Saint-Gilles. Les choses commencent vraiment à s'envenimer entre Knox et le gouvernement. Les protestants, inspirés par Knox, font beaucoup de dommages dans le pays. En 1559, on signe donc la paix entre les protestants et Marie de Guise avec les articles de Leith. L'année suivante, en 1560, Marie de Guise meurt. Après sa mort, on signe le traité d'Édimbourg qui met fin à l'alliance entre l'Écosse et la France et qui force les troupes françaises et anglaises à partir d'Écosse. Comme expliqué un petit peu plus tôt, l'Old Alliance est une alliance signée entre la France et l'Écosse en 1295 qui engage les royaumes à se défendre l'un l'autre contre les Anglais. Mais depuis quelque temps, les deux pays ne sont plus proches. La France est majoritairement catholique et l'Écosse devient protestante. L'Écosse viendra aider les Français protestants contre les Français catholiques pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Et les Français aideront les catholiques pendant les soulèvements jacobins au XVIIe et XVIIIe siècle. En 1560, l'Écosse est donc plus proche religieusement d'Angleterre que de la France. Le 1er août 1560, le Parlement écossais appelle 6 prêtres, dont Knox. Ils ont d'ailleurs tous appelé John, ce qui est un peu drôle. Ensemble, ils mettent au point un document qui sera approuvé par le Parlement pour transformer l'Écosse catholique en Écosse protestante. Avec ce document, ils abolissent en Écosse le pouvoir du pape et ils interdisent toute autre foi que le protestantisme. Mais la famille royale est encore catholique. Puisque Marie de Guise est morte, c'est sa fille Marie Stuart qui prend le contrôle de l'Écosse. Reine d'Écosse depuis ses 6 jours, elle a été élevée en France et s'est déjà mariée avec François II, qui fut brièvement roi de France. Mais il meurt prématurément et puisqu'elle n'a plus rien à faire en France, elle rentre en Écosse. Elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée et surtout, elle est catholique comme les Français. C'est en août 1561 que Marie Stuart arrive à Leith. On célèbre son arrivée avec une messe catholique dans le palais de Holyrood, sa résidence. Le peuple exprime son mécontentement, mais elle annonce qu'elle n'essaiera pas de changer la religion du peuple, mais qu'elle souhaite pouvoir célébrer sa propre religion de son côté. Beaucoup de nobles n'y voient pas l'inconvénient, mais vous commencez à connaître Knox et ses idées radicales. Il proteste depuis la cathédrale Saint-Gilles pendant un de ses sermons. 2 semaines seulement après son retour, Marie le convoque. Elle l'accuse d'inciter le peuple à se rebeller contre elle et d'avoir écrit un livre qui dénigre son autorité. Ils ont un échange tendu, ils parviennent à s'entendre, chacun reste dans son coin et tout se passera bien. Marie convoque encore Knox plusieurs fois pour des raisons similaires. La 3e fois, c'est après que certains prêtres aient célébré une messe catholique pour Pâques, ce qui est interdit. Elle demande à Knox d'utiliser son influence pour prôner la tolérance, mais elle accepte quand même que ces prêtres catholiques soient amenés devant le tribunal. D'autres choses de ce genre auront lieu pendant les années de règne de Marie Stuart, qui devra sans cesse faire la balance entre sa foi privée catholique et la foi publique protestante. En 1564, Knox se marie pour la 2e fois. Sa première femme est morte et la deuxième, Margaret Stuart, n'a que 17 ans. Lui, on a la 50aine. Ensemble, ils auront 3 filles, Martha, Margaret et Elizabeth.
Bon, d'ailleurs, le nom Stuart, cela vous dire quelque chose. En effet, Margaret est une cousine distante de la reine Marie Stuart. En 1565, Knox s'oppose publiquement au mariage de la reine avec son cousin Henry Stuart, Lord Darnley, devant ce dernier. Il sera donc interdit de prêcher quand la cour royale sera à Édimbourg. En 1566, le secrétaire et ami de Marie Stuart, David Rizzio, est assassiné par Lord Darnley et ses hommes. Peu de temps après, Darnley est retrouvé mort après une explosion, comme par hasard. Presque immédiatement, Marie se marie avec Lord Bothwell, suspecté d'être derrière l'assassinat de Darnley. Le peuple se révolte suite à ce mariage et Marie est forcée d'abdiquer et fuit en Angleterre. C'est son jeune fils, Jacques VI, qui devient roi. Knox le soutient et appelle même à l'exécution de Marie. Knox repart à St Andrews pour sa sécurité quand des alliés de Marie Stuart reprennent le contrôle du gouvernement. Il revient quand même à Édimbourg et continue de prêcher à Saint-Gilles. John Knox meurt le 24 novembre 1572. Il est l'un des hommes responsables d'un des plus grands changements dans le gouvernement écossais. Sa foi protestante et ses idées radicales ont laissé une marque indélébile de l'histoire de son pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'Écosse.